C'est au début de l'année 1757 que les événements vont prendre une tournure imprévue à l'occasion d'une visite que rend Sophie Dutto à Jean-Jacques alors qu'il se trouve à l'ermitage de Montmorency. Ce jour-là, voilà comment, dans le livre 9e des Confessions, voilà comment Rousseau relate cet épisode. Précisément dans le même temps, j'eus de Madame Dudetto une seconde visite imprévue. En l'absence de son mari qui était capitaine de gendarmerie et de son amant, qui servait aussi, elle était venue à Aubonne, au milieu de la vallée de Montmorency, où elle avait loué une assez jolie maison. Ce fut de là qu'elle vint faire à l'ermitage une nouvelle excursion. À ce voyage, elle était à cheval et en homme. Quoique je n'aime guère ces sortes de mascarades, je fus pris à l'air romanesque de celle-là et, pour cette fois, ce fut de l'amour. Oui, il s'agit bien d'un coup de foudre, dont parle Rousseau ici, et ce coup de foudre, comme vous allez le constater, va lui être fatal. Dans le même temps, Louise d'Épinay, qui jusque-là avait une ou deux visites par semaine de Rousseau, tout à coup ne le voit plus arriver chez elle, elle reçoit de moins en moins de nouvelles, donc elle s'étonne, elle s'inquiète un petit peu, elle commence à enquêter, et à la suite d'un imbroglio, alors à savoir des lettres écrites par Rousseau qui auraient dû arriver à Sophie Dutto et qui finalement sont arrivées dans la besace de Louise d'Épinay. À la suite de cet imbroglio, euh, Louise d'Épinay va se fâcher et puis évidemment concevoir une terrible jalousie à l'égard de sa belle-sœur et de Rousseau. Dans cette histoire, on peut gager que Thérèse Levasseur a peut-être œuvré pour que ces lettres, enfin du moins pour que Louise d'Épinay soit informée de ce qui se passait dans son dos. Quoi qu'il en soit, l'affaire va faire jaser à Paris, dans les salons mondains, et elle va même dépasser les frontières, puisque les deux amants de Sophie Dutto et de Louise d'Épinay, à savoir le poète Saint-Lambert et Grimm, tous deux, qui sont alors aux armées à l'étranger, vont être mis au courant. Alors ils s'inquiètent, ils s'étonnent, des courriers sont à nouveau échangés avec Paris, et à ce moment-là, Sophie Dutto, on est au mois d'août 1757, va faire brusquement machine arrière et elle va demander à Rousseau de lui rendre toutes les lettres compromettantes qu'ils ont échangées durant l'été. Rousseau s'exécute et, très fâché, va aussitôt accuser Louise d'Épinay d'indiscrétion. Alors, qui était véritablement responsable? Peut-être Louise d'Épinay, peut-être Diderot. Euh, Peu importe, quoi qu'il en soit, au mois de septembre 1757, la messe est dite. Rousseau est fâché avec Louise d'Épinay. Il se fâche également avec Grimm. Et il va se fâcher avec Diderot, enfin, puisque à l'occasion d'un voyage que Louise d'Épinay doit faire vers Genève, Diderot conseille à Rousseau de la suivre en bon toutou, hein, en bon domestique, et voyant le piège qu'on lui tend, bien évidemment, Rousseau s'offusque et il va refuser avec éclat. Nous sommes au mois de décembre 1757. De Genève, Louise d'Épinay écrit un courrier à Rousseau, courrier dans lequel elle lui demande de quitter l'Ermitage. Le voilà à la rue. Il va trouver aussitôt à Montlouis, non loin de là, dans le petit Montlouis, un nouveau domicile, dans lequel il va rester quelque temps. Ça va être une période particulièrement fertile, hein, sur le plan littéraire, puisqu'il va achever tout d'abord le best-seller romanesque du XVIIIe siècle, à savoir La Nouvelle Héloïse. Il va écrire la lettre à d'Alembert sur les spectacles, dont nous reparlerons tout à l'heure. Il va ensuite faire la connaissance d'un personnage éminent du royaume, à savoir le maréchal duc de Luxembourg, qui va l'inviter à venir séjourner dans son château jusqu'en 1762.
Rousseau va vivre relativement tranquille hein, sous la protection du maréchal de Luxembourg. Il va également écrire un essai politique, le contrat social, puis un essai sur l'éducation, l'Émile. Et c'est ce dernier essai sur l'éducation qui va mettre définitivement le feu aux poudres à Paris. Alors c'est tout de même un essai dans lequel il professe une forme de religion naturelle, hors de toute autre forme de religion, à savoir un accès direct au texte religieux. Le décret de prise de corps tombe en juin 1762 pour l'Émile, et en particulier pour la petite partie centrale qu'on appelle la profession de foi du vicaire savoyard. Heureusement, on a la gentillesse de prévenir Rousseau qu'on va venir l'arrêter le lendemain. Il peut faire ses affaires, il peut également faire ses adieux au maréchal de Luxembourg, et le lendemain matin, alors qu'il quitte Montmorency, il croise les deux hommes venus l'arrêter. Ils se saluent, d'ailleurs, fort courtoisement, et voilà Rousseau en paria, à nouveau sur les routes. Il va tout naturellement menacer, hein, quitter la France, regagner la Suisse, et il va s'établir peu après, en juillet 1762, à Motier, pas très très loin de Genève, où il espère, là encore, vivre tranquille. Hein. Il va y rester 3 ans, tout de même. Vous allez le constater, il va mettre le feu aux poudres à Genève, où vit, faut-il le rappeler, puisque on l'a un petit peu perdu de vue, on n'en a pas beaucoup parlé, où vit malheureusement Voltaire. Alors quelle est la situation de Voltaire à l'égard de Rousseau, puisqu'on n'en a pas encore parlé? Il lui voue tout d'abord une haine qu'on pourrait qualifier de personnelle, parce que à la suite de la parution de la lettre à d'Alembert sur les spectacles, ouvrage dans lequel Rousseau dénonce le théâtre et la mauvaise influence qu'il aurait sur les mœurs, à la suite de la parution de cet ouvrage, les autorités genevoises vont interdire à Voltaire d'ouvrir dans son domaine de Ferney le théâtre privé qu'il s'apprêtait à monter. Alors, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que le ton de Voltaire à l'égard de Rousseau va véritablement devenir haineux. Il le traite dans cette même période de bâtard du chien de Diogène, d'archifou qui aurait pu devenir quelqu'un s'il s'était laissé conduire. Il conseille à ses amis parisiens il faut couper un membre gangrené. Il le qualifie enfin de Judas de la troupe sacrée. Alors évidemment, les raisons de cette haine sont également d'ordre religieux, puisque on a parlé de la religion naturelle de Rousseau, mais par contre on n'a pas parlé du pseudo-déisme de Voltaire, et il y aurait fort à dire sur ce pseudo-déisme. Lisons simplement un petit passage, un petit extrait de l'article Transsubstantation dans le dictionnaire philosophique en 1765, un article dans lequel Voltaire parle de la communion, et notamment du pain et du vin consacrés. On voit tous les jours dans les pays catholiques des prêtres, des moines qui, sortant d'un lit incestueux et n'ayant pas encore lavé leurs mains souillées d'impureté, vont faire des dieux par centaines, mangent et boivent leurs dieux, chient et pissent leurs dieux. Sur le plan religieux, évidemment, Voltaire, par exemple, ne pardonnera jamais à Rousseau d'avoir qualifié l'Évangile de saint livre, de saint ouvrage. La dernière raison de cette haine qu'il lui voue est peut-être une raison d'ordre social. Et elle me semble souvent négligée d'ailleurs dans tous les ouvrages que j'ai pu lire sur la question. Faut-il rappeler
que Voltaire, à la fin de sa vie, est un rentier qui touche une fortune d'environ 200 000 livres de rente, de revenus par an. Et encore, je ne parle pas de ses multiples propriétés. Faut-il rappeler que tous ces encyclopédistes qui, il y a 10 ans plus tôt, prêchaient encore le mot d'ordre suivant: pauvreté, liberté, vérité. Pauvreté, liberté, vérité. À savoir, si nous sommes pauvres, nous gardons notre liberté et nous gardons également la possibilité de dire notre vérité. Or, que s'est-il passé en 10 années? Diderot, par exemple, est une personne qui a accumulé une fortune d'environ 80 000 livres de revenus grâce à l'encyclopédie. Pire encore, c'est un asservissement qui est difficilement pardonnable. Euh, il a accepté de la part de l'impératrice Catherine II de Russie 50 000 livres pour le rachat de sa bibliothèque. Voilà une forme d'asservissement devant un puissant. On n'osera pas parler de Grimm, qui était surnommé même par sa maîtresse chaise de paille, tellement il avait l'habitude de faire de rester assis des heures durant dans l'antichambre des grands. On ne parlera pas non plus d'Alembert, qui était pensionné dans toutes les cours d'Europe, qui allait mendier euh, sa pension auprès de tous les monarques d'Europe. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rousseau, de son côté, est resté pauvre. Et cela, les autres ne le lui auront véritablement jamais pardonné. D'ailleurs, en 1765, dans la lettre à Christophe de Beaumont, l'archevêque de Paris, Rousseau précise son attaque. J'ai cherché la vérité dans les livres, je n'y ai trouvé que le mensonge et l'erreur. J'ai consulté les auteurs, je n'ai trouvé que des charlatans qui se font un jeu de tromper les hommes, sans autre loi que leur intérêt, sans autre Dieu que leur réputation. Prompts à décrier les chefs qu'ils ne traitent pas à leur gré, plus prompts à louer l'iniquité qui les paie. En écoutant les gens à qui l'on permet de parler en public, j'ai compris qu'ils n'osent ou ne veulent dire que ce qui convient à ceux qui commandent, et que, payés par le fort pour prêcher le faible, ils ne savent parler au dernier que de ses devoirs, et à l'autre que de ses droits. Alors, dans les années 1762-1765, il devient urgent, vous l'aurez compris, pour les philosophes, de faire taire Rousseau, qui est en train de révéler leur forfaiture, qui est en train de révéler leur hypocrisie. Alors ça va être chose faite assez rapidement. En 1765, circule à Genève un petit ouvrage, un pamphlet, qui s'appelle Le sentiment des citoyens, et ouvrage dans lequel on apprend que Rousseau serait un débauché qui propagerait des maladies, qu'il a abandonné ses enfants sur les marches de l'hospice des enfants trouvés, et cerise sur le gâteau, il aurait fait mourir sa belle-mère. Alors Rousseau apprend l'existence de cet ouvrage, il en impute la responsabilité à tout le monde, sauf au véritable responsable, vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment de Voltaire. Et malheureusement pour lui, au cours de l'année 1765, un soir, sa maison est lapidée, on jette des cailloux dessus et on le chasse de moitié. Alors, Voltaire niera toujours toute implication dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, voilà Rousseau à nouveau sur les routes, ne sachant où aller. Il songe un instant aller en direction de Strasbourg, mais il craint la France, et fort heureusement pour lui, à Paris se trouve alors un philosophe écossais nommé David Hume, qui lui propose, par l'intermédiaire d'une amie, qui lui propose de l'emmener en Angleterre et de l'accompagner lors de ce voyage. Alors Rousseau est aux abois à ce moment-là, et connaissant vaguement Hume de réputation,
celle-ci étant plutôt bonne. Il va accepter la proposition. Il se rend à Paris. Il rencontre Hume qui lui fait bonne impression et il va prendre la route avec lui en sa compagnie après quelques jours de séjour à Paris. Euh, il embarque pour Douvres et c'est à l'occasion de cette traversée que Hume innocemment lui fait une proposition de pension de la part de Georges III, le roi d'Angleterre. Et il dit à Rousseau, vous n'avez pas un sou devant vous, les autorités françaises vous ont maltraité, c'est honteux. Moi, je vous garantis que le roi d'Angleterre vous versera une pension. Alors Rousseau hésite parce que c'est très exactement ce que lui propose là Hume, c'est très exactement ce qu'il a reproché depuis toujours aux écrivains de son temps. Il hésite pendant toute la traversée et finalement se disant que son œuvre est achevée, il accepte.